à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 12e étape du Tour d'Italie alors que le Château a décidé d'aller dans la litière. Nous allons revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape avec la victoire d'un revenant, la victoire d'un coureur qui a quand même bien galéré ces derniers temps. Et ça, on en parlera. On parlera également du bilan des Bleus, des coureurs au top bonnet d'âne. Et puis le point sur les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, c'est fantastique. Si vous avez bien aimé cette étape également, quand vous abonnez à la chaîne, de pouvoir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Le Super Thanks, ça c'est si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir également mon travail. Et puis on va commencer tout de suite avec cette étape. Le chat a décidé de partir de la litière, donc c'est bon. Normalement on est tranquille jusqu'à la fin de la vidéo, à part avec les mouches, mais elles sont un petit peu calmées. Faut que je les tue demain les mouches. Normalement demain je les bute. Bon, on commence tout de suite avec cette étape numéro 12. On va réussir à commencer avec cette vidéo. Étape numéro 12 où on a vu déjà l'abandon de Fabio Jakobsen ce matin. Lui qui n'avait pas de fracture mais qui voilà, n'était pas au top tout simplement physiquement, donc il a décidé d'abandonner. Et on a eu pas mal d'attaques dans les premières minutes de course, notamment Enzo Palini, Matteo Trentin, Simon Clark également avait tenté de sortir dans un groupe avec Affini, Maestri et Ed Byrne. Et puis ces groupes-là qui n'ont jamais eu beaucoup d'avance par rapport au peloton avant le début de la bonne échappée. C'était au kilomètre 137.9. Julien Alaphilippe qui décide d'attaquer. Suivi ensuite par Evan Kostiu, Benjamin Thomas, ça n'a rien à voir, Simon Clark, Narvaez. Vous avez également Pelayo Sanchez qui va suivre et on va se retrouver à avoir énormément de coureurs à l'avant de la course. 38 coureurs, on a du Ghana, on a du Laurens Pitti, du Calmejean, du Juan Pedro Lopez, du Quintana, du Yann Hirt également, avec Alaphilippe, Camp, Pozzovivo, Valgren, Narvaez. Et puis ça s'entend pas hyper bien les grands groupes comme ça, ce qui fait que Julien décide de relancer à 126 km de l'arrivée. Notez bien ce chiffre avec Mirko Maestri. Les deux hommes qui vont réussir à rester en tête jusqu'au sprint intermédiaire à 115 km de l'arrivée avec Maestri et Alaphilippe. Et les deux qui vont insister, ils vont continuer après le sprint intermédiaire parce qu'ils se disent derrière ça s'entend pas des masses. On a quand même un groupe de 38. À 94 km de l'arrivée, ce groupe numéro 1 à 2 minutes 25 d'avance. Et derrière, le peloton est à 5 minutes 12 et la Bahreïn décide de rouler parce que c'est comme ça du côté de la Bahreïn, c'est The New Movistar. On décide de faire les comptes d'apothicaire. On a rarement fait des comptes d'apothicaire aussitôt dans une course quand même du côté de cette équipe. À 77 km de l'arrivée, le groupe de poursuivants va se casser en deux. À l'avant, on va avoir un groupe qui sera le groupe des adversaires numéro 1 de Julien Alaphilippe, avec notamment Jonathan Narvaez, Quinton Hermans, Caroni, Benjamin Thomas, Michael Valgren, Diane Smith, Simon Clark, Guy Lemreise, et Matteo Trentin. Et dans un deuxième groupe, on aura Evan Kostiu, Velasco, Pitti, Calmejean, Quintana, Yann Hirt, Van Sevenant, Vermarke également, Mesgeek, Attila Walter, Piganzoli, Pozzovivo ou encore Alexander Camp. Alors à un moment on a cru qu'un groupe de poursuite allait réussir à revenir avec Velasco, avec surtout Evan Kostiu, mais ces deux-là, Evan Kostiu aura un problème mécanique alors qu'il est dans ce groupe de contre, dans cette situation de contre. À 100 km de l'arrivée, on a un classement de la montagne, j'ai oublié de vous en parler, c'est donc Maestri qui passe en tête devant Alaphilippe et Ghana. À 63 km de l'arrivée, dans un nouveau classement de la montagne, c'est Maestri qui passe en tête de nouveau devant Julien Alaphilippe et Diane Smith. Maestri en fait récupère les points, Julien Alaphilippe lui les laisse. À 63 km de l'arrivée, on fait un point sur les différents écarts. En tête, donc, nous avons toujours Alaphilippe et Maestri qui ont 1 minute 17 d'avance
Sur le groupe numéro 2, donc Narvaez, Valgren, Quinton Hermans notamment, Benjamin Thomas. Et dans le groupe numéro 3, nous sommes avec 2 minutes 49 de retard. Le peloton, lui, est pointé à 5 minutes 47. Les 3 premières heures de course ont été parcourues à la moyenne record de 47,5 km/h. Cette étape se terminera avec une moyenne de 46,8 km/h, c'est-à-dire qu'on finira quasiment un quart d'heure plus tôt que l'horaire le plus rapide prévu par les organisateurs. Il faut quand même se le mettre en tête, ça a été assez impressionnant. À l'Intergiro, c'est Maestri qui passe en tête, Alaphilippe deuxième. Au classement de la montagne du kilomètre 42, Maestri passe en tête devant Julien Alaphilippe. À ce moment-là, 42 km de l'arrivée, le match est quand même assez serré et on se dit, le groupe 2, si ça commence à s'organiser, Julien Alaphilippe, ça fait quand même depuis quasiment 100 km qu'ils sont en tête de course à 2, ça va commencer à être compliqué, surtout que Maestri commence à ce moment-là à montrer quand même des signes de fatigue et Alaphilippe est obligé de rester avec Maestri s'il veut aller au bout. Et puis à 31 km 600, sprint bonification, en haut d'une bosse, cette fois-ci c'est Julien Alaphilippe qui passe en tête devant Maestri parce que Maestri ne peut pas dépasser Julien Alaphilippe, il est à fond à ce moment-là Maestri. Du côté des écarts en haut de cette bosse, eh bien entre le groupe G1, le groupe G2, donc le groupe Narvaez, c'est 1 minute 22. Le groupe numéro 3, lui, a abandonné l'affaire, il est à 5 minutes 08. Le peloton à 5 minutes 56. Le peloton qui va ensuite récupérer ce groupe numéro 3, donc le groupe Paré-Peintre, Van Sevenant, Yann Hirt, Pozzovivo, notamment, sachant qu'Hirt et Pozzovivo étaient les plus dangereux pour le classement général. Nous arrivons dans la dernière montée du jour. Et là, ça va être une grosse bagarre. Mais avant d'arriver dans la dernière montée du jour, à 25 km de l'arrivée, on ne sait pas pourquoi, Narvaez décide d'attaquer avec Matteo Trentin. Il va être repris, mais ça désorganise un groupe de poursuite qui était déjà pas super bien organisé. Ça ne s'entendait pas bien dans le groupe Narvaez, Quinton Hermans. Et l'attaque de Narvaez, qui était considéré comme l'un des coureurs le plus fort avec Quinton Hermans, ça désorganise encore plus ce groupe. Et ça permet à ce moment-là à Alaphilippe de reprendre un petit peu d'avance, car l'écart était tombé à 1 minute 06 et l'écart va remonter légèrement pendant 2-3 km. Nous sommes à 11 km 500 de l'arrivée. Nous arrivons dans la dernière difficulté du jour qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne. Et à ce moment-là, Maestri n'en peut plus, Julien Alaphilippe part tout seul et au pied, ils ont 47 secondes d'avance sur le groupe de poursuite. Groupe de poursuite où on verra en premier une attaque de Michael Valgren qui va déjà casser le groupe de nouveau en deux. Benjamin Thomas n'arrivera pas à suivre, Simon Clark non plus, Lem Reise non plus, Trentin sera en difficulté. Et puis Narvaez va ensuite faire le coup de butoir et ils vont partir à deux avec Quinton Hermans à la poursuite de Julien Alaphilippe. À ce moment-là, il y a encore 40 secondes d'écart. Et puis, on débute la descente et Julien Alaphilippe a toujours 37 secondes d'avance et il gardera cette avance quasiment jusqu'au bout pour célébrer cette victoire du côté du coureur français qui devient le 109e coureur à remporter une étape sur les 3 grands tours. Le 110e, ça sera peut-être Romain Bardet, on l'espère, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà, victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose devant devant Narvaez et Quinton Hermans pour cette étape numéro 12 du côté du classement de cette journée. Les sondages de cette étape, je vous avais posé 2 questions. La première, c'était: l'échappée peut-elle aller au bout dans cette étape? Vous saviez que moi j'étais plutôt dans l'idée qu'on aurait un sprint parce que je me disais on va peut-être escamoter les bosses. Je me disais bon, je sais pas si on va rouler à fond sur cette étape. On est quand même en milieu de 2e semaine. Je me disais bon, les coureurs sont peut-être un petit peu fatigués. Un Julien Alaphilippe a fait beaucoup d'efforts les jours précédents. Et puis l'échappée quand même allait au bout. Donc vous aviez raison. Oui, à 71%, non à 29%. Moi je sentais pas l'échappée. Voilà, bon. Je me suis bien planté aujourd'hui. Je sentais pas une échappée. Et puis je vous avais posé une deuxième question, c'était: Caden Grove peut-il gagner le maillot cyclamen? Oui, à 23%, non à 77%. Je pensais que le non l'emporterait, mais peut-être plutôt à aller à 65-70%, pas au-delà de 70%. Donc vous pensez vraiment que Milan ira au bout
avec ce maillot cyclamen. C'est intéressant de voir encore un petit peu l'opinion, un petit peu les petits sondages, ça permet de voir ce que vous pensez du côté de cette épreuve. Allez, on regarde la note de cette course. J'ai décidé de mettre un 18 sur 20. Pourquoi je mets 18 sur 20 ? Je ne mets pas que 18 sur 20 pour Julien Alaphilippe. Même, vous savez que je suis dans le Cher. Julien Alaphilippe est né dans le Cher. Forcément, j'ai toujours eu un regard particulier sur Julien Alaphilippe, surtout que dans le Cher, c'est pas comme si on avait énormément de personnalités connues. Julien Alaphilippe étant la personnalité la plus importante du Cher, faut bien le dire. Dans le Cher, à part Julien Alaphilippe et les tangos de Bourges, au niveau du basket, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau personnalité. Mais du côté donc de Julien Alaphilippe, pourquoi je mets 18 sur 20 pour cette étape ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu du suspense. C'est-à-dire qu'à certains moments, on se disait, mais qui, par exemple à 40 bornes de l'arrivée, on se dit, est-ce que la victoire, elle est devant ? Est-ce que la victoire, elle est dans le groupe Narvaez ? Est-ce que la victoire, elle n'est pas encore dans le groupe Jan Hirt ? Il y a vraiment un moment où on s'est dit, il y a 1 minute quasiment entre chaque groupe. Il y avait 1,15 je crois entre chaque groupe. On s'est dit 2,30, le groupe derrière, si ça commence à se regarder, on s'est dit, putain, ça peut peut-être revenir, surtout que le groupe 3 à ce moment-là roulait encore. Alors on savait bien que du côté du peloton, ça ne reviendrait pas normalement, mais il y a vraiment des moments où on se disait, putain, est-ce que ça va aller au bout, quoi ? Puis il y a eu suspense. En se disant, putain, Julien Alaphilippe, et quelle performance aujourd'hui. Il a gagné cette étape à la Pogačar, à la Mathieu Van Der Poel. Enfin, il part quand même, c'est quand même un exploit aujourd'hui. Il part à 126 bornes de l'arrivée avec Maestri, il faut saluer, Mirko Maestri aussi, aujourd'hui. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'a fait Julien Alaphilippe sur cette journée. Chapeau. 18 sur 20 parce qu'il y a la performance de Julien Alaphilippe, parce qu'on a du suspense, parce que c'était une étape qui était bien conçue avec les petites bosses aussi. Ça change un petit peu des étapes toutes plates ou des étapes avec des grosses montées. Là, c'était un truc assez sympa. En plus, il y avait du monde, il y avait du public. Non, c'était des routes parfois qui étaient étroites, mais c'était une belle étape de petits murs. Donc non, bien, et puis bien placé, je pense aussi. Peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de spectacles si elle avait été en première semaine, si elle avait été dans les 3-4 derniers jours. Donc je pense que c'est un tout qui a fait que cette étape était très sympathique à voir. Je ne mets pas 20 sur 20. Pourquoi ? Je ne mets pas 19, je ne mets pas 20 sur 20. Parce qu'il n'y a pas de bagarre pour le classement général. Je me dis, bon, on aurait peut-être pu avoir des attaques pour le classement général. Dans le final, on aurait peut-être pu essayer de mettre en difficulté certains coureurs. Ça n'a pas été le cas. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Julien Alaphilippe. Comme je vous le disais, j'ai toujours eu un regard particulier sur Julien Alaphilippe. Même si parfois j'ai dit qu'il n'était pas performant, je disais parfois qu'il avait du mal à faire, à avoir un bon rythme. Je trouvais parfois il attaquait trop. Bon voilà, je n'ai pas toujours été un peu naïf et surtout j'ai toujours essayé d'avoir un regard quand même critique aussi sur ce que faisait Julien Alaphilippe, notamment son Tour de France 2020. J'avais pas vraiment apprécié son Tour de France 2020 qui au final lui a permis ensuite d'être champion du monde, mais c'est vrai que j'avais été assez critique lors du Tour de France 2020. C'est ceux qui me reprochent d'être chauvin notamment. Et du côté de Julien Alaphilippe, même j'en avais parlé lors de ma vidéo où je parlais des propos de Patrick Lefebvre. J'avais dit oui, il a des résultats qui sont pas très bons, mais on ne peut pas tout lui reprocher non plus à Julien Alaphilippe. Et surtout, j'avais dit à certains coureurs qui avaient aussi connu des moments de bas, Patrick Lefebvre ne leur avait pas reproché grand-chose. C'était devenu une nouvelle mode chez Patrick Lefebvre d'être cassant avec ses coureurs, ce qui était moins le cas, beaucoup moins le cas, même quasiment pas le cas. Il y a une dizaine d'années, j'avais notamment pris le parti de parler de Tom Boonen. Ça, je pense que ça n'avait pas plu à certains supporters belges ou à certains fans de Patoche. Mais du côté d'Alaphilippe, il y a quand même peu de coureurs qui sont capables de transmettre des émotions à ce point-là.
Ça, c'est déjà. C'est plus qu'un coureur cycliste Alaphilippe, hein, c'est quand même aussi un personnage du cyclisme. Hein. Je parlais toujours de Thibaut Pinot, mais Julien Alaphilippe, ça fait partie des personnages du cyclisme. Comme Pogacar est aussi un personnage du cyclisme, beaucoup plus qu'un Vingegaard, je trouve. Beaucoup plus renfermé, beaucoup. Alors, Vingegaard, je compare toujours à Froome, qui est pour moi l'exemple typique. Froome, de toute manière, c'est presque là qu'il est devenu plus attachant. Mais pendant très longtemps, Froome, les interviews de Froome, j'en avais tellement rien à cirer quand il disait un truc, Froome. Tant le mec avait un palmarès, tout ça. Je respectais, on va dire, le sportif, mais enfin, il y avait rien, quoi. Il transmettait rien, Froome. Enfin, le mec qui transmet le moins de choses sur un vélo. Alaphilippe, c'est l'inverse. Comme Pinot, c'est comme Nibali aussi, il avait cette capacité-là d'enflammer les foules, Nibali. Et Alaphilippe, il arrive à faire ça. Et puis il y a le palmarès derrière de Julien Alaphilippe. Il y a le palmarès, 2 fois champion du monde, vainqueur à plusieurs reprises de la Flèche Wallonne. Et puis désormais, vainqueur sur les 3 grands tours aussi. Et vu tout ce qu'il a pris dans la gueule pendant l'intersaison, la fracture du péroné, t'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de lueur, bam, ça retombait derrière. Ça fait du bien, ça fait plaisir. En fait, ça fait plaisir pour Julien Alaphilippe. Et tu le vois à l'arrivée parce que tu vois que c'est un coureur qui a apprécié quand même dans les autres formations parce que tout le monde allait le saluer. C'est rare quand même, tu vois Trentin, tu vois Maestri bien entendu, tu vois Narvaez, pourtant Narvaez il est déçu. Tout le monde le salue à l'arrivée. Tout le monde le salue à l'arrivée parce que c'est Julien Alaphilippe et je crois que personne n'arrive à le détester ou très peu, je pense, de quoi très peu de personnes même n'apprécient pas Julien Alaphilippe. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de le voir s'imposer parce qu'il galère tellement depuis 2 ans. C'est-à-dire, depuis son titre de champion du monde, en fait, il galère. Depuis son titre de champion du monde, tu te dis, mais à quel moment l'éclaircie va apparaître, quoi? À quel moment il va y avoir un rayon de soleil? L'année dernière, on pensait, après sa victoire sur le Dauphiné, que ça le lancerait. Ça n'a pas été le cas. Il y a 2 ans, je me disais, son début de Vuelta, ça va le lancer, et puis il était tombé. Et là, même dans le final, dans les 10 derniers kilomètres, je savais qu'il y avait un peu de descente. Je me suis dit, putain, tu sais, j'étais tendu parce que je me disais, putain, il peut tomber à n'importe quel moment. Je me dis, il va peut-être prendre des risques, je sais pas. En plus, il avait pas là. J'avais l'impression qu'il n'avait pas les écarts, qu'il était tendu. Je me suis dit, à un moment, il va faire une connerie dans un virage. Je me suis réjoui vraiment que dans la dernière ligne droite. Parce que je me disais, putain, il va y arriver. Il va y avoir une merde. Il va y avoir encore une merde. Et putain, mais ça fait plaisir. Mais là, faut dire quand même, le mec est quand même un grand malade. Enfin, partir à 126 km de l'arrivée, alors que ça fait au moins 3-4 fois qu'il essaye de partir dans des échappées, qu'il n'arrive pas à faire la différence, il faut être complètement taré. Enfin, il y a un moment, faut déconnecter le cerveau, quoi. Mais c'est ça qui rend cette victoire belle aussi, c'est que c'est un truc qui est improbable. Faire 126 km à 2, avec une étape où il y avait quand même des difficultés, c'est formidable, c'est formidable. Mais voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Je suis peut-être pas c'est peut-être pas le moment le plus intéressant de la vidéo, mais Alaphilippe, je suis content. Voilà, je suis content. C'est comme quand Thibaut Pinot réussit à retrouver un petit peu d'éclaircie dans un moment qui a été compliqué. Voilà, je me dis, voilà, ils ont réussi à rebondir. Comme Sam Bennett hier, par exemple, sur les 4 jours de Dunkerque. C'est la même chose. Je me dis, ah putain, enfin, on voit un peu d'éclaircie. On se dit, ah, il y a peut-être un peu la fin du tunnel. Et ouais, je suis content pour Julien. Surtout qu'il a quand même bien sacrifié certains moments de sa saison pour être performant sur le Giro. Il n'a pas été sur les Ardennaises. Ça a été presque un drame pour lui de ne pas aller sur les Ardennaises, parce que c'est quand même un endroit qu'il affectionne. Enfin voilà, il a dû se remettre de cette blessure, de cette petite fracture au niveau du genou. Et ouais, et puis moi j'avais des doutes parce qu'il y a 2 jours je vous avais dit, putain, il avait l'air de se tenir un peu le genou. Je me suis dit, est-ce qu'il est pas revenu trop vite? Voilà, non, il arrive à repartir. Voilà, moi je suis content. C'est aussi pour ce type d'étape, pour ce type de spectacle qu'on regarde du cyclisme. Parce que le cyclisme, quand au sport il y a des histoires, c'est pas pour les chutes qu'on regarde le cyclisme. Netflix a rien compris
en fait, aux fans de cyclisme. Là, j'ai vu notamment cet après-midi la bande-annonce sur le Drive to Survive, mais de toute façon, ils ont déjà rien compris à la Formule 1, Netflix, mais le Drive to Survive du Tour de France. Ils ont rien compris. On regarde pas du cyclisme parce qu'on veut voir des chutes. On regarde pas du cyclisme parce qu'on se dit tel ou un tel est dopé. On regarde du cyclisme parce que on a envie de voir des belles performances, parce qu'on a envie de voir des mecs qui attaquent de loin, parce qu'on a envie de voir des rebondissements, des surprises, parce qu'on a envie qu'il y ait du suspense, parce qu'on se dit que dans le cyclisme, il peut y avoir des gros rebondissements. On regarde pas du cyclisme parce qu'il y a des chutes toutes les 10 secondes, parce que les mecs ont un côté hyper viril, où ça va être la guerre. On regarde pas du cyclisme pour ça. On regarde parce qu'on veut avoir de la confrontation. On veut avoir une confrontation saine. Là, on a une confrontation saine entre Julien Lafilippe, le groupe Narvaez. On se disait putain, est-ce que ça va revenir? Ça va peut-être pas revenir. C'est pour ça qu'on regarde du cyclisme. Netflix a rien compris. Voilà, on regarde pas du cyclisme parce qu'on veut des gens qui s'entretuent. Non, on regarde pas le cyclisme pour ça. On regarde pas le cyclisme parce qu'il y a de la suspicion, parce que tout le monde veut suspecter tel ou tel coureur. Non. Pas le cyclisme pour ça. La bande-annonce est très putaclic même. Mais bon. J'avais pas regardé la saison 1, ça m'a pas donné plus envie de regarder la saison 2. Voilà. Parce que c'est comme Drive to Survive en Formule 1, et à part créer des polémiques, ça sert pas à grand chose, à part essayer de créer une histoire. Moi déjà, je supporte pas les documentaires Netflix. La manière de narrer, de faire des documentaires de Netflix, je ne supporte pas. Parce que je trouve que ça ressemble en fait plus à de la télé-réalité qu'à un documentaire. Et moi, je ne supporte pas la télé-réalité. Donc, j'ai pas envie de me taper un truc de télé-réalité. Et Drive to Survive, comme le truc du Tour de France, c'est de la télé-réalité. Alors, maquillé avec des caméras documentaires, mais l'idée, c'est le même état d'esprit que de la télé-réalité. C'est la même idée derrière que Secret Story. Hein. Bon, on passe au plus-moins avec Ewen Kostiou. Dommage, le problème mécanique. Il déraille, il déraille et puis il galère un petit peu à remettre. Bon. C'est dommage parce qu'il était bien parti avec Scaroni, je crois. C'était un Astana, je crois que c'était Scaroni à ce moment-là. C'était bien parti. À deux, il y avait peut-être une bonne place à prendre dans l'étape. Bon, c'est dommage pour Ewen. Mais bon, voilà, c'est un bon premier tour, grand tour pour Ewen Kostiou parce que tout le temps à l'attaque, encore là au bout de 12 jours de course. Je me dis que c'est quand même pas mal. Bon, j'espère qu'il y a un moment, ça marchera pour lui. Peut-être mardi prochain. Peut-être ça sera la bonne option. Allez, tant que je vous tiens, je précise, à partir de mercredi, je ne suis plus chez moi. Vous savez, c'est toujours une sorte de période de pause, qui n'est pas totalement une pause, parce que je continue à faire des vidéos. Mais je ne serai pas chez moi. Donc ça sera en mode écouteur, micro au niveau des écouteurs. Donc voilà, je sais que ça peut perturber certains. Donc voilà, les vidéos. Donc mardi, pardon. Non, c'est mercredi. Mercredi, j'essayerai de faire la vidéo parce qu'en plus, c'est une étape importante. Normalement, je devais partir jeudi, mais je suis obligé de partir mercredi. Et je serai dans la voiture. Donc voilà, peut-être que la vidéo de mercredi sera un petit peu plus courte, peut-être un peu moins détaillée que les vidéos des autres jours. Voilà, bon, c'est comme ça. Et ce qui veut dire qu'à partir... Et il y aura donc des présentations d'étapes où je prendrai un petit peu d'avance sur les présentations d'étapes pour voilà, être un petit peu tranquille de ce côté-là. Donc voilà, donc s'il y a une vidéo qui saute, je vais vraiment éviter qu'il y ait une vidéo qui saute, mais voilà, faites attention, peut-être qu'il y a une vidéo qui va sauter ou qui arrivera un petit peu plus tard. Benjamin Thomas, là aussi, l'étape aujourd'hui du coureur de la Cofidis. Je m'attendais même pas à ce qu'il arrive à tenir aussi bien. Ça veut dire que les jambes sont bonnes quand même du côté de Benjamin Thomas. Parce que je me disais, l'étape est quand même pas simple avec les petits murs. Et puis il a réussi à s'en sortir pas mal. Il prend la 10e place aujourd'hui. Ça fait encore des points UCI pour Cofidis, qu'on a marqué aussi hier avec Agnoloski. Qu'on marque aussi avec Milan Fretin. Alors c'est pas grand chose, une 2e place sur les 4 jours de Dunkerque. Mais ouais, pas mal voilà, pour Benjamin Thomas. Et puis surtout, les jambes sont bonnes. Donc je me dis, pour les Jeux Olympiques, quand il aura reprogrammé un autre pic de forme, on aura une belle équipe de poursuite. Au mois de juillet, au mois d'août, du côté des Jeux Olympiques, du côté de la poursuite par équipe, ça peut peut-être nous permettre d'obtenir une belle médaille de bronze, ça. Ce qui serait une belle perf, parce que la poursuite, ça n'a jamais été trop notre spécialité en France. Réussir à choper une médaille sur la poursuite, ça serait super.
Super. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. On passe au coureur top et vous vous dites, oh, il a parlé de Julien Alaphilippe, c'est quand même dommageable, il n'a pas parlé du petit coureur italien de la Polti Cometa. Bah si, on va y revenir tout de suite au coureur italien de la Polti Cometa, Mirko Maestri. Pourquoi Mirko Maestri? Alors déjà, moi j'ai bien aimé la collaboration entre les deux. Ils sont partis quand même dans une sacrée aventure. Faut avoir l'audace de suivre à 125 bornes de l'arrivée dans ce genre de situation. Il a eu l'audace de suivre, donc ça déjà chapeau. Et puis il savait qu'il n'ira pas gagner l'étape et pourtant il a continué à collaborer avec Julien. Il y a plus d'un mec qui aurait dit bon bah là je sens que mes jambes sont limites, le mec il m'a mis dans le rouge, bon je vais arrêter de collaborer avec lui quoi. Il a toujours essayé de passer des relais, d'aider Julien Alaphilippe. Cette victoire c'est aussi la sienne. Alors oui, il finit 9e je crois de l'étape, mais pour moi, l'exploit qu'a fait Julien Alaphilippe, il peut pas le faire s'il n'y a pas Maestri. C'est pour ça que je veux saluer Mirko Maestri qui a fait une interview à la RAI qui a été traduite par le groupe Eto. Donc il a dit « C'était le jour le plus dur et le plus beau de ma vie. Julien Alaphilippe avec Peter Sagan est le coureur que je respecte le plus. Passer une journée devant avec lui était merveilleux. J'ai aussi l'impression d'avoir gagné. » Bravo monsieur Maestri parce que tout le monde n'aurait pas eu ce type de propos. J'espère qu'on s'en souviendra quand on parlera dans 10 ans de cette étape, qu'on n'oubliera pas Mirko Maestri. Ça c'est pas si sûr, mais j'espère que je m'en souviendrai, j'espère qu'on s'en souviendra quand on racontera cette performance. Ça a été une journée voilà, où il a aidé, mais comme si c'était un équipier quoi. Il a aidé comme si c'était un équipier. Donc bravo monsieur Mirko Maestri. Encore des points pour Polti qui fait, je trouve, un bon Giro. C'est souvent une équipe que j'ai critiquée quand elle s'appelait notamment Eolo Cometa. Je trouve que là, ils font vraiment une très très belle épreuve. Enfin voilà, c'est vraiment bien ce qu'ils font du côté de cette formation. Et moi, j'ai bien aimé l'hommage qu'a rendu Julien Mirko Maestri. La beauté un petit peu du sport, comme je vous dis toujours. On peut parfois être adversaire, mais avoir des buts en commun. Là, aujourd'hui, ils ont totalement compris ça. Ils avaient un but en commun. C'était essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Parce que ils savaient qu'en allant le plus loin possible à deux, eh bien, ils pouvaient obtenir un grand résultat. Et chapeau pour Mirko Maestri, parce que d'avoir des propos de ce type-là à l'arrivée, ça montre un magnifique fair play. Voilà, coureur qui a 32 ans. Mirko Maestri qui a commencé à la Bardiani, qui est désormais à Polti Cometa et Olo Cometa, qui est un coureur qui a un contrat jusqu'en 2025, qui a été déjà parti en échappée du côté de Naples. Non, bah chapeau parce que tout le monde n'aurait pas eu ce type de propos. Voilà, c'est un coureur peut-être qu'on ne se souviendra pas dans 10 ou 15 ans, mais moi j'espère qu'on se souviendra de ce qu'il a fait aujourd'hui, de la performance qu'il a fait aujourd'hui, d'essayer d'accompagner Julien Alaphilippe, d'essayer de mettre cette petite pierre dans l'édifice du palmarès de Julien Alaphilippe. Donc non, bravo. Comme j'espère qu'on se souviendra du travail qu'avait fait Quentin Paché en 2020 sur le circuit d'Imola au championnat du monde, puisqu'il avait fait ce jour-là un énorme travail pour Julien Alaphilippe. J'espère qu'on se souviendra de ce qu'a fait Mirko Maestri sur cette étape du Giro. De l'énorme travail qu'il a réalisé aujourd'hui en collaboration avec Julien Alaphilippe. Deuxième coureur top de cette journée, Narvaez. Je pense quand même qu'il aura des regrets ce soir, Jonathan Narvaez, parce qu'il se dit je suis pas passé loin. Je pense qu'au départ, ils n'ont pas cru au coup où Julien Alaphilippe était parti. Je pense qu'ils n'ont pas cru. Ça prend quand même rapidement une minute. Et ensuite, le problème de Narvaez, c'est qu'il n'y a jamais eu d'entente dans le groupe de poursuite. C'est-à-dire que dans le groupe de 38 ou dans le groupe de 7-8 coureurs là, à l'arrivée, ils ne se sont jamais entendus correctement. Parce que Narvaez faisait peur. Parce que Quinton Hermans faisait peur. Parce que Quinton Hermans a tenté à plusieurs reprises de sauter des relais.
et qu'on savait que certains coureurs comme Benjamin Thomas savaient que face à ces coureurs-là, ça allait être compliqué. Ça allait être très très dur de réussir à le battre, à s'en sortir. C'est la pancarte qui a fait que Narvaez s'est pas imposé aujourd'hui. Parce qu'il avait la pancarte ce matin. Narvaez, je l'avais mis en grosse cote, mais tous ceux qui voyaient qui voyaient une échappée aller au bout, je pense qu'ils mettaient Narvaez favori numéro 1 devant Julien Alaphilippe. Et le problème, c'est que Narvaez, il aurait peut-être fallu qu'il anticipe. Il aurait peut-être fallu qu'il essaye de partir dans une bosse, qu'il fasse ce jump. Sauf que c'était compliqué. Il y avait une 20, une 30 d'avance pour Julien Alaphilippe. Essayer de revenir sur deux hommes, il aurait dû mettre beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il ne serait pas fait contrer ensuite par Julien Alaphilippe? Il a tenté aujourd'hui, mais je pense que voilà, il aura des regrets parce qu'il se dit j'ai échoué à pas grand-chose. J'ai échoué à pas grand-chose. Je pense qu'il aurait fallu partir au niveau du sprint bonification. Mais moi, quand j'ai vu qu'il y avait quand même encore une minute au moment du sprint bonification, et que l'écart était encore important, je me suis dit, il y avait 1 minute 22 à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est fait quoi. C'est fait parce qu'après, derrière, sur le plat, ils vont pas pouvoir rentrer seuls, il ne reste plus qu'une bosse. Je me disais, bon, Julien est suffisamment intelligent pour bien avoir géré son effort, pour réussir à tenir jusqu'au bout. Donc, dommage pour Narvaez, il y aura des regrets. Je pense aussi qu'Hinton Herman, ça n'a pas été très judicieux à certains moments de sauter des relais. Parce que lui aussi, il était fort. Et je pense qu'il aurait... il aurait fallu essayer d'avoir une collaboration la meilleure possible. Après, peut-être qu'il pensait que Caden Groves pouvait jouer quelque chose. Il pensait peut-être pas que l'échappée prendrait 5-6 minutes d'avance. Donc dommage. Voilà, dommage du côté de Narvaez. Parce que il échoue. Après, moi j'ai bien aimé aussi son geste à l'arrivée qui était d'une grande classe du côté de Narvaez, comme beaucoup de coureurs, d'aller saluer Julien Alaphilippe sur cette étape. Et puis dernier coureur top, Pogačar. C'est encore une journée parfaite pour Pogačar. Il y a toujours une équipe qui roule à sa place. Tant que la Bahreïn roule, pour lui c'est fantastique. Enfin, il y avait 2 étapes où normalement il devait un peu défendre le maillot, où normalement il aurait dû faire travailler ses équipiers. Aujourd'hui, Michael a dû travailler 10 bornes. Grand maximum, il a dû travailler 10 km Rafał Majka. C'est fantastique. Pour l'instant, il ne travaille pas. Il ne met pas un coup à l'avant de la course. Donc, tant que c'est comme ça pour Tadej Pogačar, c'est fantastique. Hein. C'est vrai que pour lui, c'était vraiment une situation idéale. Donc c'est pour ça que je le mets en top, parce que tant qu'on lui amène, on lui fait rouler les étapes sur un gros tempo, lui ça l'arrange, puis en plus ça durcit la course, sans qu'il soit obligé d'utiliser ses équipiers. C'est fantastique. Aujourd'hui ça roule à 46,7 de moyenne. Eux ils ont dû quand même rouler à 45, qui finissent 5 minutes derrière. À 45 sur une étape comme ça, je pense que certains ont souffert. Mais pour lui c'est parfait. Merci la Bahreïn. On peut dire merci à Tiberi pour le moment. Parce que tant que ça roule comme ça, lui, il n'est pas obligé de faire du gros tempo. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne, la Bahreïn. Typiquement, stratégie Movistar. Voilà. Mais la Bahreïn est la nouvelle Movistar. Je l'avais dit à plusieurs reprises. C'est pas la première fois qu'ils font ça, la Bahreïn. C'est-à-dire que j'ai failli déjà les mettre bonnet d'âne mardi. C'est-à-dire que mardi, déjà, je me dis, putain, les comptes d'apothicaire après 10 jours de course, sans déconner, quoi. Vraiment sans déconner. C'est-à-dire qu'ils se battent pour une 6ème place. Waouh! Quand même vraiment le top de l'ambition, quoi. Quand tu pars au départ d'un Giro, normalement, ton objectif, c'est d'aller chercher la gagne. C'est pas de finir 6ème. Voilà, ton objectif, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Là, ils sont déjà en mode défensif. Encore une fois, 10 jours de course. 10 jours de course, tu défends déjà ta 6ème, 7ème place. Je comprends pas. Le Movistar faisait ça. Déjà, à 3-4 jours de l'arrivée, ça a tendance un petit peu à m'énerver. Parce qu'encore une fois, est-ce que tu crois que dans 10 ans, on se souviendra du 8ème du Tour de France? Voilà. À part s'il est français, mais alors s'il est étranger... demandez-moi le 8ème du Tour de France en 2012. Tiens, on peut regarder. Tiens, on peut se marrer.
8e du Tour de France 2012, tiens. Allez, on va regarder tout de suite. Hop, parce qu'on va voir si vraiment on s'en souvient. Du 8e, 9e du Tour de France. Hop, race. Ça m'a pas mis le bandeau déroulant. Voilà, ça je peux l'enlever. Et on va regarder 2012. Voilà. 2012, 8e. C'est Pierre Rolland. Je me souvenais même pas qu'il avait fait 8e cette année-là. 9e, Brajkovic. 10e, Thibaut Pinot. Ça, je me souvenais parce qu'il y avait un maillot blanc, je crois, pour Thibaut Pinot. Ah non, c'était Van Garderen qui a le maillot blanc. Et là, je me souvenais même pas que Van Garderen, par exemple, Van Garderen avait fini 5e. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, et Zubeldia avait fait 6, par exemple. Evans avait fait 7. Enfin, il y a un moment, je sais pas, mais bon, il y a aussi peu d'ambition que ça à la Bahreïn, de se dire, bon, on peut peut-être aller chercher une victoire d'étape, on peut peut-être, je sais pas, moi, essayer de jouer avec Pogacar. On ne joue même, il n'y a même pas une tentative de jouer avec Pogacar, quoi. C'est-à-dire, on se dit même pas, tiens, on va essayer de jouer avec Pogacar en se disant, comment il va réagir, est-ce qu'on va pouvoir fatiguer ses équipiers? Non. Il fatigue ses équipiers pour ensuite se retrouver comme un con tout seul. Heureusement qu'il y avait Caruso. Mais c'est vraiment une stratégie typique de la Bahreïn. C'est pour ça que cette équipe est aussi détestée. Parce que là, ça n'avait mais tellement aucun intérêt. On défend une 6e place. Au bout de 14 jours de course, enfin 12 jours de course. On défend une 6e place. C'est comme s'il y avait un club de Ligue 1. C'est qu'il faisait qui jouait complètement défensif après avoir marqué un but au bout de 5 minutes de jeu. C'est pareil. C'est pareil que si tu marques un but au bout de 5 minutes de jeu et que tu fais, tu laisses le ballon à l'adversaire et vous êtes 10 en défense. Pareil. Ou que tu joues la montre dans un match de basket alors qu'il reste encore 2 quarts-temps. Ça n'a mais... Tu sais que tu joues avec les fautes et tout ça, mais ça n'a mais aucun intérêt. Ça, voilà, c'est débile de faire comme ça. Là, voilà, c'est complètement débile du côté de cette formation. Mais bon, c'est assez régulier, hein, c'est comme la Movistar. Hein, c'est les deux équipes qui sont souvent en train de faire ça. Deuxième bonnet d'âne, comme je savais pas trop qui mettre en bonnet d'âne, j'ai mis Cepeda. Oui, parce que il est au départ de la course, hein, Cepeda, hein, le meilleur ami de Thibaut Pinot. On l'a vu depuis le départ. Il est transparent, Cepeda. Mais vraiment transparent. Là aujourd'hui, il finit à 13 minutes. Au général, il est super loin. Il est 83e au général Cepeda. On peut regarder le meilleur résultat d'étape depuis le début de ce Tour d'Italie. 47e sur l'étape de Europa. C'est une catastrophe. Voilà, Cepeda. Je regarde un peu, mais depuis le début de saison, en fait, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que même sur la semaine, quand vous faites 20e de la semaine internationale copier Bartali, c'est quand même pas foufou. Non, c'est une catastrophe depuis le début de saison. Incroyable. Parce que l'année dernière, on se souvient de sa victoire d'étape sur le Giro, mais on le voyait sur le Giro, il avait été à l'attaque. Il fait 2e du Tour de Langkawi derrière Simon Kerr. Je crois que c'était derrière Simon Kerr. Ouais, voilà, j'avais bon. Il y a d'autres épreuves où on le voit, quoi. Il gagne une étape sur le Tour de l'Ain. Il est également performant sur le Tour de... On le voit sur une étape du Tour du Burgos, il prend une échappée. Puis même en début de saison, il fait 7e du Trophée Les Guelia. Là, pour le moment, il est complètement transparent, Cepeda. On voit même beaucoup plus son cousin, le coureur de la Cara Rural, qui est beaucoup plus visible, qui a été présent notamment sur le Tour du Jura, la classique Grand Besançon en France. On en avait parlé de son cousin. On l'avait vu également sur Grande Camino, il avait pris la 4e place. Mais du côté du coureur de l'AEF, pour l'instant, c'est complètement transparent. Ce qui doit réjouir un Thibaut Pinot, peut-être. Hein. C'est vrai que l'année dernière, ça avait été un grand moment, je pense, du Giro. Cette étape où il s'était vraiment tiré dans les pattes pendant toute la journée. Pendant toute la journée, il s'était tiré dans les pattes
à Crans-Montana. Ça a été un grand moment. Étape qui avait été remportée par Einer Rubio, de la Movistar, devant Pinot, qui avait perdu énormément d'énergie dans cette bagarre. On termine avec Jan Hirt. Bonnet d'âne parce que en fait il s'est retrouvé piégé par Alaphilippe, quoi, Jan Hirt. L'idée de départ, Jan Hirt, quand il attaque ce matin, c'est de reprendre du temps au général. Parce qu'il est 10e, enfin 11e même au général, donc il se dit je peux peut-être rentrer dans le top 10, je suis pas hyper dangereux, donc c'est-à-dire que je vais avoir un petit peu de marge avant qu'on roule derrière moi, donc ça va aller. Sauf qu'il s'est retrouvé piégé parce que vous avez l'attaque de Julien Alaphilippe et qu'ensuite il a dû bloquer les relais. Sauf qu'en bloquant les relais, forcément il n'allait pas prendre d'avance au général. Donc il s'est retrouvé l'arroseur a arrosé presque. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une situation qui devait être assez inconfortable pour lui parce que d'un côté tu te dis j'ai envie de rouler parce que j'ai envie de prendre du temps sur Pogačar. J'ai envie de récupérer du temps sur Pogačar et sur certains adversaires directs. Et d'un autre côté, en même temps, j'ai pas envie de rouler derrière mon copain, quoi. Voilà, moi, mon objectif, c'est d'être derrière et de pas rouler derrière Julien Alaphilippe. Mon objectif, c'est que Julien Alaphilippe prenne le maximum d'avance. Et voilà, il s'est retrouvé dans une situation où il y avait une sorte de paradoxe entre j'ai attaqué pour prendre de l'avance, mais en même temps, maintenant, mon objectif, c'est que le groupe ne revienne pas sur lui. À la fin, il se fait rattraper par le peloton. Alors, j'espère qu'il n'a pas consommé trop d'énergie aujourd'hui. Je me dis que c'était quand même un gros peloton presque qui est sorti. Donc, je me dis, dans un grand peloton, il a peut-être pu récupérer. En plus, demain, il y aura encore une journée très très calme qui est toute plate. Donc, c'est presque une journée de repos pour les grimpeurs. Même s'il faudra faire attention de ne pas se faire avoir au niveau des chutes. Il y aura encore une journée contre la montre samedi qui sera en fait le début de quasiment jusqu'à samedi prochain. Il y aura une semaine avec une journée de repos seulement où il y aura quasiment tous les jours des moments importants potentiellement pour le général, à part l'étape de jeudi prochain qui elle sera beaucoup plus plate et on devrait avoir peut-être un sprint s'il y a encore des sprinters à ce moment-là. Mais sinon le reste, on aura tous les jours des étapes importantes avec potentiellement un général qui peut jouer. Donc c'est vrai qu'à partir de samedi, le Giro rentre dans une autre physionomie de course, très clairement. Donc voilà, dommage du côté de Jan Hirt parce que il s'est retrouvé piégé. Donc c'est pour ça que je mets bonnet d'âne, mais pas pour ses qualités physiques, c'est juste qu'au niveau stratégique, là il s'est retrouvé, comme un con un petit peu, Jan Hirt. Bon, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements de cette journée du côté du Tour d'Italie. On va commencer avec le classement de cette étape. C'est bien donc Julien Alaphilippe qui s'est imposé devant Jonathan Narvaez, Quinten Hermans et Michael Valgren. Vous voyez également que Benjamin Thomas prend la 10e place du côté des Français. Le peloton emmené par les UAE avec Pogačar, Martinez. Il n'y a pas vraiment de leaders qui se sont fait avoir sur cette étape. Et surtout, tout le monde a fini dans les temps. Et puis l'abandon donc de Jakobsen, ce qui fait qu'ils ne sont plus que 154 au départ. Du côté de Tadej Pogačar, là pas de changement du côté du classement général dans le top 10 après l'abandon de Kena Uttebroek hier. Jan Hirt au final n'a pas repris de temps, lui qui à un moment pouvait se retrouver dans cette situation-là, comme Pozzo Vivo. Donc pas de changement. Du côté du classement du maillot cyclamen, Jonathan Milan est en tête devant Caden Gross, Tim Merlier, Fiorelli. Julien Alaphilippe fait un bond dans ce classement en prenant la 5e place devant Pietro Bonne, Narvaez, Pogačar, Benjamin Thomas. Du côté du classement du maillot de la montagne, Pogačar est toujours en tête. Pas de changement là aussi. Dans le top 10 avec Geschke, Paré-Pinte, Martinez, Calmejane. Et du côté du classement des jeunes, c'est Tiberi qui est en tête devant Zana, Rensman, Baudin, Piganzoli. Là aussi, pas de changement. Alors, j'ai pas le classement par équipe. Donc, je vais aller tout de suite sur l'autre site First Cycling parce que normalement, ils l'ont rapidement. Parce que j'ai oublié de regarder ça vite fait. Voilà, les résultats. Du côté du classement par équipe, c'est toujours Decathlon qui est en tête devant Ineos, Bora
Astana qui repasse devant la UAE. Soudal gagne également une place du côté de ce classement par équipe. Voilà. Demain, on se retrouve pour une étape avec un parcours beaucoup plus calme, beaucoup plus pas. On fera la présentation demain. On devra avoir une belle bagarre entre sprinters. Ça devrait être même assez chaud du côté du sprint. Les 4 jours de Dunkerque également, l'étape 3, avec là aussi un revenant qui enchaîne les victoires. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!